Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction en Chine, un sommet crucial pour une économie qui tourne au ralenti. Les dirigeants chinois ont appelé en fin de semaine dernière à éliminer les risques dans l'économie et à stimuler la consommation. Pour le moment, des mesures concrètes sont attendues. La croissance a ralenti à 4,7% sur un an, alors que le gouvernement avait fixé l'objectif de 5% de croissance. L'économie de la deuxième puissance mondiale fait face à une triple crise inédite, une crise immobilière, de la consommation et du chômage. Comment expliquer ce ralentissement de l'économie chinoise? Comment cela impacte l'économie mondiale? Et que prévoit Pékin pour relancer son économie? On en parle ce soir avec M. Abdellatif Komat. Vous êtes doyen de la faculté des sciences économiques et juridiques de Casablanca. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va parler de la Chine. La Chine dont l'économie tourne aujourd'hui au ralenti, en tout cas par rapport aux chiffres auxquels elle nous a habitués. Comment expliquer que la relance soit aussi difficile en ce moment ? En fait, en évoquant le cas de la Chine, je crois qu'il faut revenir un peu en arrière. Tout d'abord, bien sûr, il y a le modèle chinois qui est un modèle particulier de par, bien sûr, le fait que la Chine, c'est un grand pays au niveau de sa population, au niveau également de ses prétentions économiques. Et il a construit un modèle qui est basé essentiellement sur l'investissement public, notamment dans le domaine de l'infrastructure, mais également un modèle basé sur les exportations. On connaît un peu la position de la Chine aujourd'hui comme fournisseur d'un certain nombre de produits à l'économie mondiale dans sa globalité. Et puis, en 2008, il y avait la crise financière de 2008 qui a impacté justement le recours à la Chine comme justement fournisseur. Et ça a créé un certain essoufflement qui a poussé justement la Chine à aller vers plus d'endettement et aller, notamment des entreprises publiques, et à créer une activité, je dirais, boostée sur un certain nombre de secteurs, essentiellement l'industrie et l'immobilier. Et ça a créé une surcapacité qui, aujourd'hui, bien sûr, souffre de marché, notamment le secteur de l'immobilier, qui représente un quart de l'activité économique et qui aujourd'hui souffre énormément. Et bien sûr, la même chose en ce qui est... Qu'est-ce que vous voulez dire par surcapacité? Ça veut dire une production supérieure aux besoins. D'accord. Alors, par exemple, pour l'immobilier aujourd'hui, il y avait un afflux pour ce secteur-là qui a créé une offre supérieure à la demande. Donc il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande maintenant. D'où une très grande crise aujourd'hui. D'ailleurs, on dénombre un certain nombre d'entreprises qui ont un endettement qui est énorme. D'ailleurs, la plus grande entreprise chinoise, il a un endettement qui avoisine les 300 milliards de dollars. Et donc, il y a des risques de faillite. Et cela, bien sûr, a un impact sur l'économie dans son intégralité. Alors, deuxième raison, c'est que le fait qu'il y avait un essoufflement du marché extérieur, la Chine n'a pas, je dirais, un grand marché domestique. Et donc, il avait basé toute son économie sur l'exportation. Et lorsqu'il y a un essoufflement de l'exportation, ça a un impact sur l'écoulement de la production. Et donc, il y a cette nécessité de rééquilibrage entre le marché domestique et le marché extérieur. Il y a également la question du vieillissement de la population. Aujourd'hui, il y a une baisse de la population active. Et puis, bien sûr, il y a tout ce qu'on appelle la question du dividende démographique, parce qu'il faut que la population active finance la population non active, et essentiellement les jeunes, mais surtout les personnes âgées. Donc, pour dire qu'il y a une transformation structurelle de l'économie chinoise qui se veut beaucoup plus qualitative, beaucoup plus intégrant la dimension technologique, sachant que c'était essentiellement une économie basée sur une main-d'œuvre abondante. Aujourd'hui, il est en train de se transformer, mais toujours est-il, on reste avec un taux de croissance qui est, vous l'avez dit, 4,7%, qui peut-être dans d'autres pays, c'est un taux de croissance respectable, mais au niveau de la Chine, qui est habituée à des taux de croissance entre 9 et 10%, donc c'est un ralentissement qui a un impact au niveau de l'emploi, au niveau d'un certain nombre d'indicateurs économiques.
Un ralentissement, vous l'avez dit, une transformation structurelle de l'économie chinoise qui est en train de se faire aujourd'hui. Vous avez parlé d'un modèle chinois qui était donc donné, on va dire, en exemple, en tout cas pour sa réussite et pour l'accélération justement au niveau de l'économie. Est-ce qu'on peut parler de ce modèle donc chinois qui semble s'essouffler? Est-ce qu'on peut dire qu'il arrive à sa limite? En fait, je dirais il est dans un tournant. Il est dans un tournant, ce qui est normal, en fait, dans les cycles économiques. Lorsque un modèle arrive à une certaine saturation, en fait, il y a deux voies possibles. Soit il réussit sa transformation pour se hisser à un niveau supérieur, soit peut-être il va rencontrer une difficulté qui est structurelle. Moi, je crois que la Chine, aujourd'hui, est en train de se métamorphoser, est en train de se transformer, parce qu'elle intègre en fait la dimension technologique au niveau de sa sphère de production. Donc aujourd'hui, c'est un pays qui devient de plus en plus technologique. C'est un pays qui travaille au niveau de la formation de son capital humain. Et il est en train, un peu, je dirais, de dépasser ce qu'on appelle la trappe de l'émergence. La trappe de l'émergence, c'est qu'un pays émergent, pour se transformer en pays développé, à un certain moment, il y a un certain nombre d'indicateurs qui pourraient le bloquer s'il n'est pas préparé sur le plan institutionnel, mais également sur le plan économique, sur le plan de l'innovation, des ressources, la formation des ressources humaines, etc. La Chine, je crois qu'il est en train de négocier, je dirais, cette transformation d'une manière positive, comparativement peut-être à d'autres pays, mais bien évidemment, cette transition rencontre des difficultés et elle a un impact notamment sur la production, sur le PIB, et puis peut-être sur d'autres sphères. L'emploi, apparemment. L'emploi, oui, il y a un problème d'emploi. Vous venez de le dire à l'instant, donc le modèle chinois qui est axé sur les technologies, le développement des technologies et l'industrie, justement par rapport à cela. Est-ce que c'est pas un risque également pour l'emploi, le fait de miser sur la technologie? En fait, la question de la technologie, c'est une arme à double tranchant. L'expérience a montré que, a priori, la transformation d'un pays vers plus de technologie pourrait créer des problèmes d'emploi. Alors que dans la réalité, ce n'est pas le cas, parce que si on voit un peu les pays comme le Japon, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, d'autres pays qui ont intégré de la technologie dans leur sphère de production, aujourd'hui, ce sont les pays qui souffrent le moins des problèmes de chômage. Pourquoi? Parce qu'en allant vers la technologie, on crée d'autres activités parallèles. Et donc finalement, la perte dans un secteur est compensée par, aujourd'hui, on connaît un peu tout ce qui est recherche-développement, tout ce qui est innovation, tout ce qui est développement informatique. Ces aspects-là, ils sont développés de manière à compenser le manque dont on pourrait souffrir dans d'autres secteurs. La Chine, aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle du chômage des jeunes, mais ce chômage, il est lié beaucoup plus à une baisse d'activité, d'accord, qui saurait, en fait, certainement rattraper, parce qu'il faut le dire, bien que le taux de croissance reste relativement correct, entre 4,7 et 5%, la Chine, sa structure, il fonctionne sur la base d'un taux de croissance de 10%. D'accord? Et c'est pour ça que lorsqu'on passe de 10 à 5%, il y a un dérèglement au niveau de la structuration de l'économie qui a un impact notamment sur l'emploi. D'accord? Mais la transformation, elle est en train d'être faite et certainement aujourd'hui, ça on ne peut pas le nier, la Chine est la deuxième puissance économique mondiale. C'est un pays qui a une présence au niveau du commerce international. Depuis qu'il a intégré l'OMC en 2001, il occupe un rang très très important au niveau des échanges commerciaux internationaux. Il est en train de développer l'investissement dans un certain nombre de régions. Donc tout cela fait que la Chine, il a une structure solide, bien que parfois il y ait des difficultés conjoncturelles, mais il y a une solidité au niveau de l'économie chinoise. Une économie solide, en pleine transformation. On l'a dit, la Chine fait face à une triple crise, l'immobilier, l'emploi, mais il y a aussi la consommation. Quelles mesures ont été décidées pour booster cette consommation? Alors justement aujourd'hui, en fait, l'État chinois a pris la décision de baisser des taux directeurs. Donc deux taux directeurs, l'un qui est ce sont les crédits sur une année qui sont passés de 3,45 à 3,35
et des crédits hypothécaires sur 5 ans qui sont passés de 3,95 à 3,85. Cette décision date d'aujourd'hui. Alors, quel est l'objet? L'objet, justement, c'est de permettre l'accès au crédit pour financer la consommation. Parce qu'il faut le dire, c'est un problème au niveau de la Chine, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il a un marché en fait, interne qui n'est pas à la hauteur de son appareil de production. Donc il a un appareil de production qui s'est énormément développé, notamment sur certains secteurs. On a évoqué l'industrie. Au-delà de la demande. Voilà, l'immobilier. Donc, qui se base en grande partie, notamment au niveau de l'industrie, sur le marché extérieur. Mais à chaque fois qu'il y a des difficultés conjoncturelles ou peut-être parfois même géostratégiques, aujourd'hui, on connaît les difficultés des tractations avec les États-Unis, avec l'Union européenne, etc., cela a un impact sur la dynamique économique. Et donc, la solution pour la Chine, c'est de développer la consommation interne par des mesures, tout d'abord, d'augmentation des revenus. Il faut dire que les revenus en Chine ont beaucoup augmenté. Et puis également par la facilité à l'accès au crédit, et c'est d'où la décision de baisser les taux directeurs. Donc c'est un certain nombre de mesures pour booster la consommation parce qu'il est considéré comme le salut pour justement permettre à l'activité économique de poursuivre sa dynamique. Mais malgré ces hausses de revenus, ces hausses ne suivent pas un petit peu la cadence du développement de l'économie, n'est-ce pas? En fait, jusqu'à une certaine limite. Jusqu'à une certaine limite, il faut le dire que tout ça, c'est une résultante d'une dynamique de plusieurs années. D'accord? Parce que lorsqu'on évoque la question de l'immobilier, en fait, ce boom, on l'a remarqué depuis 2008. D'accord? Et puis, il y avait un engouement pour la construction, d'accord, qui a fait qu'il y a cette sur-offre, donc une offre qui est supérieure à la demande, et on subit les résultats aujourd'hui. Et donc, il faudrait un peu de temps pour rééquilibrer. Aujourd'hui, une des grandes questions au niveau de la Chine, c'est le rééquilibrage. Le rééquilibrage entre la consommation interne et l'exportation, entre le revenu et la production, et au niveau un rééquilibrage, notamment au niveau des relations internationales, pour ne pas rester très lié à certaines puissances économiques, notamment les États-Unis. On sait que les relations entre la Chine et les États-Unis, c'est une relation commerciale très, très développée. Et donc la Chine, aujourd'hui, essaie de rééquilibrer ces différentes dimensions, qu'ils soient relationnelles ou qu'ils soient techniques ou de marché. Absolument, un rééquilibrage donc nécessaire en ce qui concerne cette baisse de taux, notamment celle qui concerne les crédits donc. Est-ce que ça ne risque pas de créer un endettement plus tard? Alors, ce qu'il risque de créer, c'est davantage l'inflation. Donc, vous savez que le resserrement de la politique monétaire, lorsqu'on augmente les taux débiteurs ou les taux de crédit, c'est surtout pour réduire l'inflation. Par contre, si on baisse les taux directeurs, ça va créer plus de circulation monétaire et ça peut générer de l'inflation. Donc là, c'est un risque. Mais il faut rappeler que ce sont des mesures très prudentielles parce que si on voit les rythmes de baisse des taux directeurs, ils sont très faibles. On est passé de 3,45 à 3,35 et de 3,95 à 3,85. C'est-à-dire, c'est insignifiant de manière à ce qu'il n'y ait pas d'impact énorme, notamment sur l'inflation, mais également sur d'autres paramètres. Des baisses donc très faibles, mais elles sont suffisantes pour relancer la consommation? Alors, il joue la prudence. Il joue la prudence parce que c'est toujours le cas lorsqu'il s'agit de mesures de politique monétaire. Vous êtes entre l'enclume et le marteau. Donc, on peut avoir des effets positifs sur une dimension, mais avoir des effets négatifs sur d'autres dimensions. C'est pour ça que certainement les autorités monétaires chinoises ont préféré d'aller progressivement. Il faut dire que ce n'est pas la première. Donc, il y a eu déjà une baisse il y a un mois. Et donc, ils vont progressivement. Au lieu que ce soit une baisse, je dirais, brutale et brusque qui pourrait déréglementer un peu l'équilibre du système, ils y vont par étapes. Ils observent un peu comment les choses avancent et puis ils passent à autre chose. Mais il faut dire que la Chine aujourd'hui, elle est économiquement et monétairement en garde parce que justement, il y a des signaux économiques qui ne sont pas très rassurantes. Donc, il y a notamment des crises, on peut appeler ça des crises du système bancaire. Il y a eu, je dirais, l'absorption d'une quarantaine de banques. Donc, c'est un peu le phénomène que nous avons vécu aux États-Unis il y a une année. On est en train de le vivre aujourd'hui en Chine, des banques en difficulté.
Et donc, c'est pour cela qu'ils entreprennent des mesures d'une manière, je dirais, très, je dirais, prudente pour ne pas avoir un effet brutal. Et surtout qu'il s'agit d'une économie gigantesque. Donc, toute déréglementation, il peut avoir des effets à la fois sur le plan économique, mais également sur le plan social. Et c'est pour ça que la Chine agit d'une manière progressive. Des baisses donc prudentes pour rééquilibrer un marché qui semble en tout cas s'essouffler. Quelles mesures les dirigeants chinois peuvent prendre pour prévenir justement les risques de dette? En fait, l'endettement également, c'est un problème. Alors en Chine, on parle de dette de l'État, mais il y a également les dettes locales, parce que c'est un pays décentralisé où les structures territoriales ont été également obligées à un certain moment de s'endetter pour financer l'investissement. Sachant que pour booster l'économie à un certain moment, en fait, l'endettement était de mise pour financer des entreprises publiques qui finançaient notamment des projets soit d'infrastructure, soit d'investissement. Et cela a créé un endettement qui est aujourd'hui considéré comme un des problèmes de la Chine. Et c'est pour ça que en fait, l'endettement reste également un des points qui est très observé, de manière à ne pas justement dépasser un certain nombre de limites. On parle aujourd'hui de 290% de l'endettement de l'État par rapport au PIB, ce qui est énorme. Et puis les ménages également sont endettés. On parle aujourd'hui de 61% de l'endettement des ménages. Ce sont des taux qui sont au-dessus de la norme telle qu'il est admise au niveau international. Donc plusieurs défis en tout cas aujourd'hui pour l'économie chinoise. Une économie en pleine transformation. Comment ce qui se passe aujourd'hui en Chine impacte-t-il le reste du monde? On parle de la deuxième puissance mondiale. Je suppose qu'un ralentissement de l'économie de cette puissance va certainement impacter les pays du reste du monde. Alors bon, en fait, c'est un problème qui certainement va avoir un peu d'impact sur le reste du monde, mais c'est beaucoup plus un problème interne. C'est un problème interne. Parce que c'est beaucoup plus, je dirais, on parlait de l'équilibre entre le marché interne et le marché externe, mais par exemple, en ce qui concerne les relations de la Chine avec le reste du monde, c'est beaucoup plus sur cette interdépendance, notamment sur certains flux commerciaux. On sait que la Chine, aujourd'hui, produit un certain nombre de produits, notamment des composants électroniques, un certain nombre de produits dont certains secteurs, notamment l'industrie automobile et autres, ont besoin. Je crois que la Chine va continuer à produire parce qu'il n'a pas le choix aujourd'hui. D'ailleurs, on parle d'une surcapacité de production, on parle d'un problème de consommation interne, d'autant plus qu'un certain nombre de produits sont destinés à l'export. Et donc, en fait, lorsqu'on parle de cette difficulté, c'est essentiellement une difficulté pour la Chine dans son équilibre interne, sur le plan économique, sur le plan social, beaucoup plus qu'un impact, je dirais, sur l'équilibre économique mondial. Je ne crois pas que cela va impacter en fait l'équilibre économique mondial comme s'il s'agissait d'une crise comme celle qu'on a vécue à un certain moment en 2008 et dans d'autres périodes où l'impact était un impact international. Ça reste beaucoup plus une difficulté conjoncturelle liée à une transformation structurelle d'une économie qui est une forte économie, l'économie de la Chine, qui est la deuxième économie mondiale. Mais je crois que c'est question de temps et tout cela va s'équilibrer. Il faut rappeler qu'un peu l'origine de cette difficulté vient également de la période du Covid. Le monde est sorti de Covid en 2020. La Chine a connu une croissance en 2021 qui est une croissance élevée, mais après, ils sont rentrés ce qu'on appelle zéro Covid. En 2022, vous vous rappelez, à un certain moment, il y avait des risques, et cela a eu un impact à l'année d'après, parce qu'il y a eu, en fait, en 2022, un taux de croissance entre 3 et 4%. Et donc, on espérait une reprise, mais là, on est en train de pâtir tout d'abord du prolongement en fait, de ces difficultés qu'on hérite des périodes du Covid, mais également cette transformation que la Chine connue de par sa structure démographique, sa structure de marché, son système bancaire. Donc un certain nombre de données qui font que le croisement a créé cette difficulté qui, à mon sens, est une difficulté conjoncturelle. Et en ce qui concerne les tensions commerciales aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis, puis l'Union européenne, comment ça impacte l'économie chinoise? Alors, bien évidemment, l'économie chinoise est une économie ouverte sur l'international, sur l'export.
Et donc, il y a des tractations en ce qui concerne les taux de douane, en ce qui concerne les restrictions non tarifaires. Et là, c'est une guerre économique qui existe toujours entre la Chine et surtout l'Union européenne et les États-Unis. Mais je crois que malgré en fait, des déclarations de part et d'autre, les flux commerciaux continuent parce qu'il y a une interdépendance entre ces trois grands blocs. J'ai évoqué des secteurs qui vivent justement grâce à cette interdépendance. On évoque des secteurs électroniques, électriques, l'automobile, l'aéronautique, etc. Ce sont des secteurs, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, qui justement, en fait, je dirais qu'ils sont basés sur la production en amont d'un certain nombre de composants en Chine. La Chine également est un pays qui a besoin d'un certain nombre je dirais, de composantes technologiques et autres d'autres pays. Et c'est pour cela que, en fait, l'interdépendance économique dépasse parfois des tractations qui sont de bonne guerre pour essayer peut-être de réduire des déséquilibres commerciaux. Vous savez que, par exemple, entre la Chine et les États-Unis, c'est à l'avantage de la Chine qui a un excédent commercial très important. Et donc, il y a toujours cette tractation qui reste en fait de mise lorsqu'il s'agit de relations commerciales entre des puissances économiques telles que l'Union européenne, les États-Unis et la Chine. Merci à vous, M. Abdellatif Komat. C'est sur ces derniers mots que se termine cet entretien avec vous. Je rappelle que vous êtes doyen de la Faculté des sciences juridiques et économiques et sociales de Casablanca. C'était un plaisir. Merci, merci Lamarie. C'est la fin de l'invité de la rédaction. Merci à vous pour votre fidélité. Très bonne soirée. À demain avec un nouvel invité.